déjà joué sur des modelés, sur des aplats. Alors il y a d'autres exemples avec évidemment les mains appliquées contre la paroi. Là, ma main n'est pas assez humide pour laisser une véritable trace. Bien, nous sommes ici au musée du Malgré-Tout, qui est un petit musée régional d'archéologie et de préhistoire, qui a été fondé par mon épouse et moi-même en 1984, qui abrite maintenant les collections du sud-ouest de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Je fais à la fois des fouilles préhistoriques, des publications. Je suis également le responsable de l'implantation de l'Université libre de Bruxelles ici à Trègnes. Là, c'est un écomusée plutôt les technologies rurales et un centre de recherche, de stage et d'hébergement. Oui, alors les colorants préhistoriques, ça c'est une très très longue histoire parce que ça commence en fait très tôt dans des sites très anciens qui remontent à plusieurs centaines de milliers d'années. On trouve déjà en petite quantité, il est vrai, des traces de colorants, chez entre autres ce qu'on connaît comme les Homo erectus à une période qu'on appelle la Chéléa. À partir du moment où on a notre cousin, l'homme de Néandertal, qui apparaît il y a un peu plus de 100 000 ans, l'utilisation de certains colorants va nettement être en développement, carrément augmenté. Essentiellement l'ocre rouge. Et puis par la suite, dès qu'on arrive à l'homme moderne, l'homo sapiens, l'homme de Cro-Magnon si vous préférez, là on va aussi avoir cette utilisation intensive dans les campements où on a des sols qui sont carrément engorgés d'ocre, où on a une utilisation très importante aussi dans les sépultures, et où on a bien sûr l'utilisation de l'ocre dans l'art, c'est-à-dire notamment dans l'art pariétal, puisque c'est une des couleurs qui, avec l'ocre jaune, ça c'est la limonite non cuite, non brûlée, le charbon de bois ou le noir de manganèse vont être les 4 grands colorants utilisés dans l'art des grottes ornées. Alors l'ocre rouge, qu'est-ce que c'est? C'est une poudre rouge qui est obtenue à partir de la combustion soit de l'hématite qui est déjà rouge à l'état naturel, soit de la limonite qui est jaune mais qui par oxydation va devenir rouge. Ici par exemple vous avez des éléments de limonite et vous voyez bien cette partie jaune ici qui se trouve au cœur du minerai. Voilà, j'en mets sur mon doigt, c'est directement bien coloré. Alors je dois avoir ici l'hématite rouge, on voit directement, bon ça je le mets sur le jaune mais on voit la différence. Et alors une fois qu'on commence à l'apiler, on va avoir des choses comme ça, voilà, vous voyez mes doigts. Et alors quand on prend ce type de colorant complètement filé, alors voilà l'ocre jaune, hein, et avec l'autre je vais prendre de l'ocre rouge, et je vous assure que là, tout ce qu'on va toucher va être couvert d'ocre rouge. Hein, donc, et pourtant là il n'y a aucun liant dedans, mais évidemment bon, mais ça colle dans les doigts, mais regardez, j'ai beau frotter là, sur mes mains, je les tends de plus en plus, quoi, hein, donc finalement je vais avoir les mains complètement rouges. Il suffit maintenant que je les applique sur une paroi de caverne pour avoir une main positive sur le mur. L'ocre, soit on l'utilise à son état naturel, c'est-à-dire en général jaune, parfois rouge aussi, puisqu'on peut on peut trouver des crayons d'hématite rouge comme ça dans la nature, soit on la cuit, ce qui change la couleur, et on la broie donc avec un mortier, un pilon dans un mortier, on en fait de la poudre, et là à partir de ce moment-là, on peut soit l'enduire comme ça, sur un objet, si on a envie de la fixer, bon ben là il y a moyen de la mélanger soit simplement à de l'eau, ce qui va déjà permettre d'imprégner par exemple des peaux, des cuirs, d'une manière relativement durable. Ce qui est mieux, c'est de la mélanger à de la graisse, en général pour des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire pour nos ancêtres préhistoriques d'avant la fin de la glaciation, c'est essentiellement évidemment de la graisse animale qui a été utilisée, ou on peut aussi utiliser du blanc d'œuf.
qui est aussi facile à récolter dans la nature quand on est chasseur-cueilleur. Les œufs, c'est pas vraiment ce qui manque, et le blanc fait un excellent liant pour les couleurs. On étend de l'ocre, de la poudre d'ocre, et puis on frotte avec de l'huile sur le cuir de manière à bien l'imprégner. Quand je vous ai parlé des pigments qui existaient, c'est-à-dire l'ocre rouge, l'ocre jaune, le charbon de bois et le nord de manganèse, ça a l'air un peu limité, mais il y a peut-être existé des pigments végétaux, mais le végétal disparaît. En général, la couleur végétale disparaît au bout d'un certain temps aussi. Donc, s'il y a eu du vert tiré à partir de certaines plantes et tout ça, bon, mais ça n'existe plus, et c'est probablement parce que ça ne pouvait pas se conserver. Finalement, tout ça, c'est encore utilisé maintenant. Hein. Les ocres comme ça interviennent encore dans la composition de toute une série de peintures, notamment de toutes les peintures artisanales, les peintures à l'huile et tout ça utilisées par les artistes, mais aussi vont intervenir d'une manière ou d'une autre dans la confection de certaines peintures industrielles pour obtenir certaines teintes bien spécifiques. À partir du moment où vous avez du colorant, vous avez la possibilité de faire de la teinture. On va teindre de la roche, ça c'est en fait tout simplement de la peinture. Pour le reste, il est évident que nous n'en avons pas de traces directes. C'est plutôt de la comparaison ethnographique, c'est plutôt de l'hypothèse. Nous savons que ces gens avaient des vêtements, puisqu'ils ont des aiguilles à coudre, des aiguilles à chat comme les nôtres, sauf qu'au lieu d'être en métal, elles sont en os. Pour la teinture, ici, on n'est pas du tout sûr que les paléolithiques connaissaient déjà de véritables tissus. C'est pas exclu, mais ça n'est quand même pas prouvé. Donc l'essentiel de ce qui peut être utilisé, c'est du cuir et c'est de la peau. Donc là, c'est de la teinture par imprégnation. C'est ce qu'on fait d'ailleurs sur nos propres tentes ici pour les protéger des attaques des agents atmosphériques et notamment de la pollution. On n'a pas de vêtements préhistoriques conservés. Par contre, on a des parures conservées, et sur beaucoup de ces parures, que ce soit des coquillages, que ce soit des dents animales, on retrouve des traces d'ocre, comme sur une série d'outils et d'armes. Alors, est-ce que c'est parce que les outils et les armes étaient parfois teints en rouge, ou c'est parce qu'ils ont été perdus sur un sol qui lui-même était imprégné d'ocre rouge? Ça, c'est nettement plus difficile à dire. Et puis, il y a toutes les utilisations fonctionnelles. Alors, évidemment, l'ocre est un abrasif. Donc, pour le traitement de certaines matières, pour créer certains polis et tout ça, et un certain lustrage, ça peut intervenir. Et puis, il a aussi un rôle de protection contre certaines moisissures, contre certains insectes, puisque le fait d'étendre de l'ocre sur le sol va vous permettre d'éviter un certain nombre d'insectes. Ça, on a pu le constater ici expérimentalement. Et la protection du cuir extérieur, par exemple du cuir des tentes, par de l'ocre rouge, va leur permettre de mieux résister aux intempéries et, dans notre cas présent, mais ce n'est pas un cas préhistorique évidemment, à un certain type de pollution. On peut imaginer aussi au niveau de la décoration que pouvaient se mélanger dans un certain nombre de choses des parures de plumes. Bon, mais les plumes aussi, ça périt assez vite. Donc là, il n'y a personne qui les a jamais vues, et sauf si on invente finalement la machine à remonter le temps, il n'y a personne qui les verra jamais. Donc ça restera toujours du domaine de l'hypothèse probable, mais de l'hypothèse quand même.